Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, aujourd'hui c'est repos. Je suis sortie tout à l'heure et je me suis rendu compte que la nature forcément commence à bien évoluer. Donc je m'en étais rendu compte dans mon vlog précédent, je vous avais filmé le cognacier du Japon qui commence à fleurir. Ça y est, on voit les bourgeons qui arrivent. C'est le premier, hein, c'est le premier arbuste qu'on a autour de la maison et qui fleurit. Et là, en sortant, je me suis rendu compte que le lamier pourpre, donc le lamier pourpre, c'est, je vais vous montrer, c'est une plante comestible sauvage que j'aime beaucoup. Et c'est la première, en gros, c'est le premier lamier à fleurir. Vous avez le lamier pourpre, vous avez le lamier blanc, le lamier tacheté. C'est, il fait partie de la famille des lamiacées, la famille des orties. Et il sort, je vais vous montrer. On a du soleil, alléluia. Trop bien. Que le lamier pourpre était en train de sortir. Donc je viens voir là si le brocoli sauvage en fait autant. Alors. Non, il sort pas encore. Hein. Vous entendez l'oiseau? Ça y est, hein, on dit que le printemps a commencé, mais c'est un peu vrai. On entend le piaillement des oiseaux. On voit que la nature commence à bourgeonner tout doucement. Ça y est, on y est. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là, le réveil de la nature. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ça me plaît. Voilà. Je vais vous montrer le lamier. Je suis allée chez Action tout à l'heure. J'ai pas pu résister. Regardez, une petite grenouille qui a les yeux qui s'allument. Elle est à côté de l'autre grenouille. Mais grenouille, vous savez, pour moi, c'est sacré la grenouille. Je me suis mise au soleil pour profiter. Donc tout ce que vous voyez dans cette jardinière ici, c'est du lamier pourpre. Alors je ne sais pas si vous connaissez le lamier. Il fait partie de la famille des lamiacées et c'est le premier lamier à fleurir. Après arrivera le tacheté, le lamier blanc et là donc c'est le lamier pourpre. Donc vous voyez que les feuilles du haut sont un petit peu violettes. Voilà. Et donc pour le reconnaître c'est très simple. Il a une tige carrée. Vous voyez, il a une tige carrée qui est creuse et il a les feuilles qui sont vous avez vu, elles sont face à face, donc comme ça. Puis après elles vont être comme ça, puis elles vont être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le lamier pourpre. Alors il a un petit goût de champignon, on peut le manger cru, on peut le manger cuit, on peut le manger en quiche, en pesto, en terrine, pour les personnes végétariennes, on peut le manger en terrine, même pour nous d'ailleurs aussi. Les petites fleurs se mangent aussi. Et donc le lamier, moi j'aime bien. En général, il se met dans des anciennes potées, vous voyez, là on voit bien le côté pourpre. Voilà, petit lamier, là il y a une belle tige. Voilà, donc vous voyez, il fait des petites fleurs. Ça y est, le printemps est là, ça fleurit, ça y est. Donc très contente de notre petite potée. Et donc quand on cueille, qu'on va hop l'écraser, on va avoir une odeur de champignon qui va être très prononcée. Par contre le lamier est très consommer un petit peu des plantes sauvages. Moi je consomme le plantain, le brocoli sauvage et du coup le lamier par contre est plus fort. Donc c'est vrai que soit on le coupe, on le cuisine avec autre chose pour le couper, mais c'est vrai que ça a quand même un goût très fort. Vous voyez, donc je vous disais sa tige, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais la tige est carrée. Les feuilles sont face à face. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et on est sur une tige qui est relativement creuse, pareil. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Je suis un peu à contre-jour. Voilà, la tige, elle est creuse. Voilà. On l'a mis. Excellent. On est allé chez Action, on a acheté des boules à oiseaux. Et du coup, moi je savais pas trop, et Émeric, et c'est vrai, c'est pas faux, hein, que en fait, des fois les oiseaux se prennent les griffes dedans. Ouais, ils restent accrochés dedans. Ils restent coincés dans le filet.
Du coup, bah, je les dépiote. Comme ça, au moins, bah, ils sont pas embêtés. Puis après, on a une mangeoire. On vous filmera après la mangeoire. Comme ça, vous verrez ils sont vraiment tranquilles, quoi. C'est important l'hiver de leur mettre ça parce que c'est dur pour eux. Ils ont pas beaucoup de nourriture. Et avant le printemps, bah, au moins, ils peuvent garder un poids, une forme assez bonne, quoi. On essaie d'aider comme on peut la nature. On a mis une pierre de sel aussi en bas pour les chevreuils et les sangliers. Voilà, à notre petit niveau, on fait comme ça. Et je me suis acheté également une petite cabane à oiseaux. Alors par contre, elle est tellement belle. Regardez comme elle est jolie. Elle est un peu rose. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Elle est un petit peu rose bonbon là. Et elle a des petites fleurs. Mais du coup, ça m'embête de la mettre dehors. Parce qu'en fait, l'année dernière, on l'a mise et puis elle, avec le gel, des gels, elle était morte. Là, il y a une petite porte sur le côté. Et c'est tout fleuri. Et du coup, j'ai envie de la mettre en déco au mur à la maison. Donc je pense que je vais la laisser dans la maison. Elle est toute jolie, toute belle. Elle est là, notre petite mangeoire. Et donc on en met quand même 2-4, on met à peu près 4-5 petites boules dedans. Et ils viennent manger. Attends, on va l'enlever par contre. Hop, il y en a un qui est resté. Et donc voilà. Voilà. Trop bien. Je sais pas si vous voyez la neige derrière. Sur la montagne, là-haut, on a la neige qui est encore un peu... Il a reneigé sur les hauteurs. La place pour mettre dans les arbres. Mais le problème, c'est que Luna, elle grimpe, elle les mange. Ouais, Les oiseaux. Alors que là, là, elle n'a pas de prise. Enfin, elle va monter sur l'étendoir, comme quand on les met dans les petites... dans les petites potées là-haut, elle peut pas monter à la glycine. Donc, vu que c'est pas stable, elle montera pas. Enfin, voilà. Ouh, il fait froid. Il fait froid. Les oiseaux. Alors, Émeric est allé chez Lidl hier pour prendre du café. Et il y avait en dehors des caisses, vous savez, des fois il y a des cartons à des prix, c'est des fins de date, vous savez. Et du coup, il est revenu avec plein de petits sachets micro-ondables comme ça de pommes de terre. Donc c'est des sachets de 500 grammes. Donc la caisse, je crois qu'il y en avait 8, 9, je ne sais plus exactement combien il y en avait. 3, 6, 9, 12, il devait y avoir 12 paquets je crois. Donc il ne pouvait pas prendre un sachet, il fallait qu'il prenne la caisse et c'était 2 € la caisse. Donc il a pris 2 € de caisse de pommes de terre. Je lui ai dit, bah, écoute, t'as bien fait, c'est pas grave, c'est très bien au contraire. Puis mes parents, c'est des grosses pommes de terre. Là, c'est des petites pommes de terre grenaille qu'on pourra laisser la peau pour manger ou en salade. Donc j'aime bien aussi ce petit format de pommes de terre. Donc c'est vrai que des fois chez Lidl, vous avez des bonnes petites occasions comme ça de fin de date. De sauver des petits colis. Et là, ça a été l'occasion pour Émeric hier. Et je trouve que c'est pas mal. Donc hier soir, on a fait au micro-ondes un petit sachet comme ça qu'on a mangé. Et là, il m'en reste. Et donc, je vais le faire avec une salade. Je vais le faire en salade avec des haricots verts. Alors, j'ai ramené de chez mes parents une courge butternut de leur jardin. Vous savez qu'une fois qu'on les a récoltés, les courges sont des aliments qu'on peut garder très longtemps. On peut aller jusque 3 à 6 mois et même jusque 8 mois. C'est fort possible, hein. Vraiment, si vous la conservez dans de bonnes conditions, franchement, dans un style assez lié, donc il faut que ce soit bien sec, ventilé et surtout à l'abri de la lumière, vous pouvez la conserver. Il faut surtout bien garder également la queue. Alors j'ai commencé par enlever toutes les graines de la butternut. On garde tout ce qui est filament, on peut le garder parce que c'est ce qui a un goût vraiment très sucré. Donc moi j'enlève un peu, mais j'en laisse, hein, franchement. Alors je vais ensuite éplucher le butternut. Il faut savoir que on peut laisser la peau. Là je l'enlève parce que c'est des variétés de mes parents, c'est des variétés qui sont anciennes. Et du coup la peau, selon comment je la fais, si je la fais bouillir ça va en soupe, mais après là je vais la passer au four et du coup la peau des fois est un petit peu dure, donc je préfère l'enlever pour cette recette là. Je vais ensuite couper en petits dés ma courge. Alors sachez que vous pouvez garder les graines aussi, hein, vous pouvez les faire torréfier et vous pouvez vous en servir pour mettre dans une soupe pour un côté un petit peu croquant. Le tout c'est de bien les laver pour enlever la pulpe et de les passer au four.
Alors on les passe au four, en général il faut les passer à peu près 20-25 minutes au four à 160-170 degrés à peu près. Donc soit avant on les met dans un filet d'huile d'olive avec un petit peu du paprika pour les aromatiser, sinon on peut les faire torréfier à sec aussi. Je vais les mettre ensuite dans un plat à gratin. Je vais arroser d'huile d'olive, un peu d'herbe, on peut mettre également des épices. Et puis je vais les cuire au four, à peu près une vingtaine de minutes à 180-200 degrés. Et l'avantage, les courges comme ça du jardin, elles rendent très très peu d'eau et elles restent bien entières. Donc moi, celles de mes parents, toujours je les fais revenir comme ça. Soit revenir, soit au four. Et franchement, c'est toujours, elles ne s'écrasent pas. Je vais ajouter un oignon également pour le goût. Et je vais tout simplement en faire des lasagnes. Les lasagnes habituellement à la maison, c'est à la bolognaise, c'est à la béchamel. Mais c'est la première fois que je fais cette recette et franchement, on s'est régalé. Je vais garder du coup la deuxième partie de la butternut pour faire en fait farci. J'aime beaucoup aussi farci. Et pareil, elle reste bien entière et avec ce petit goût sucré, c'est un régal. Alors, je prépare ma béchamel. La béchamel, très souvent, je la fais dans mon Thermomix. Je trouve que c'est hyper vite fait. Donc, si vous avez le Thermomix, ben, faites-le. Elle est très vite faite. Pendant ce temps, ben, vous pouvez faire autre chose. Et c'est vrai que c'est un gain de temps. Je le ressors et j'en suis très contente. Il me restait dans le frigo des petits chèvres frais que j'avais achetés. Donc après, vous pouvez mettre n'importe quel fromage ou vous en mettez pas, même aussi. Ma mère le fait très souvent avec du roquefort. Donc c'est vrai que c'est bon aussi, ça relève un petit peu. Là, je suis restée dans du chèvre frais, type un peu chavroux. Hein, mais après, si vous mettez du chèvre, vraiment du vrai chèvre, comme on a chez nous d'ailleurs. Mais là, bon, j'étais allée au plus facile et au plus simple. Mais c'est vrai qu'avec un bon chèvre frais acheté chez un chevrier, c'est encore meilleur. Donc je coupe le chèvre en tout petits morceaux de manière à pouvoir le mettre entre mes feuilles de lasagne. Une fois que ma béchamel est terminée, je la transvase dans un saladier, je préfère, mais on peut très bien la laisser également dans le bol du Thermomix. Alors comme vous pouvez le voir, j'assaisonne très peu. Vous savez que moi j'ai un régime sans sel, donc là il va y avoir un petit peu le fromage qui va rehausser un peu le goût. Mais je ne sale rien. Je poivre un petit peu des fois et après les garçons et Émeric salent dans leur assiette. Ils sont habitués depuis très longtemps, depuis que j'ai ma maladie rénale, ça fait 15 ans. Du coup je ne sale jamais. Alors je mets un petit peu de sauce béchamel au fond de mon plat pour pas que les feuilles de lasagne qu'on va mettre en premier attachent. Donc pareil, quand on fait une bolognaise, des lasagnes, on met toujours un petit peu quelque chose au fond du plat pour éviter que les pâtes à lasagne collent en fait. Hein. Donc là j'avais fait un drive et j'ai acheté des pâtes à lasagne, donc c'est la marque Fiorini, c'est la marque d'Intermarché. J'ai acheté des pâtes fraîches et je trouve que c'est tellement meilleur avec les pâtes fraîches plutôt que les pâtes sèches, c'est vraiment meilleur je trouve. En plus elles font pile, enfin en gros hein, il restait peut-être 1 centimètre de chaque côté, mais en gros elles font vraiment la taille du plat. Donc je m'embête pas à en mettre plusieurs, à les casser. Voilà, je trouve que ces pâtes-là, elles sont excellentes. Elles sont moins chères que les autres marques. Et voilà, donc là après je mets dessus mes petits cubes de butternut. Et la variété ancienne de mes parents, elle est très sucrée. Elle a même un petit goût de noisette, je trouve. Et c'est vrai que c'est excellent. Et là, quand on fait nos couches comme ça, donc là je rajoute le fromage. On peut très bien faire des variantes. On peut ajouter un petit peu des noix, des noisettes pour apporter un petit peu de croquant. On peut également mettre un peu des épinards. Enfin, vraiment, on l'agrémente de ce qu'on veut. On peut très bien y mettre les graines qu'on a enlevées, qu'on a fait torréfier. On peut très bien le mettre à ce moment-là aussi. Et puis par-dessus, je vais rajouter tout simplement de la béchamel. Donc on peut rajouter de la muscade aussi dans la béchamel. Moi, elle est vraiment nature, mais on peut rajouter de la muscade. Puis on va rajouter une feuille de lasagne encore. Puis on va renouveler l'opération jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les ingrédients. Donc le but est de faire plusieurs couches hein, pour que ce soit bon et qu'elles aient une certaine hauteur.
une fois que j'ai alterné toutes les couches et que j'ai tout fini les ingrédients, je vais mettre sur le dessus un petit peu du fromage râpé. Là pareil, on peut rajouter un petit peu des noisettes ou pour donner une petite touche de croquant. Donc une fois cuite, elle reste quand même pas mal entière, elle s'écrase pas. Et franchement, je regrette pas, c'était excellent. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les garçons étaient moins fans, Émeric aussi, mais moi franchement, je me suis régalée. Je l'ai servi avec une salade verte. Et puis j'avais envie de vous partager ces jolies vidéos de la cascade qui est pas très loin de chez nous. C'est la cascade du Saut de la Pie. On vous en avait déjà parlé, on vous avait déjà amené. Et là, elle est toute en glace. Alors moi je suis pas descendue, Émeric est descendu, mais c'est hyper dangereux, vous le voyez en bas là, il est tout petit. Moi j'aime pas trop, je suis pas trop cascadeuse, lui aime bien, donc il est descendu tout près de la cascade. Vous pouvez voir l'immensité de glace qu'il y a au fond là au niveau de la cascade et c'est magnifique. J'ai pas mis de filtre et l'eau bleue était vraiment bleue. Vraiment elle est superbe cette cascade, de n'importe quelle saison, elle est toujours très belle. Et là au milieu on peut voir 2 chamois qui s'étaient réfugiés là dans la barre et après ils vont bouger, mais bon je peux pas vous zoomer parce que la qualité n'est pas belle, mais voilà, les chamois chez nous à l'œil on les voit très facilement. Bon il faut un peu monter hein, mais on les voit très facilement et c'est toujours un plaisir pour les yeux. Alors je vous le fais en voix off parce que j'ai été obligée de couper le son parce que le bruit de l'eau couvrait totalement ce qu'on disait lors de la vidéo. Du coup, j'ai coupé carrément le son, c'est dommage, mais c'était vraiment trop fort. Et puis on est passé chez mes parents, on a eu la surprise de voir que les petits œufs que je vous avais montrés la dernière fois ont éclos. Donc là ils sont tous les deux, c'est toujours par deux les petits pigeons. La femelle, si elle le vit dans de bonnes conditions, peut pondre toute l'année et c'est ce qui se passe chez mes parents. Alors je ne vous cache pas que c'est de la viande qu'on consomme, hein, forcément, mais on se régale. Là il y a Michelin. Le petit pigeon, je vous avais déjà expliqué l'histoire de Michelin. Avant l'éclosion, les deux parents, donc le couple, couvent à leur tour, le mâle et la femelle, chacun couve. Et les petits voient le jour à peu près entre 17 et 21 jours à peu près de couvaison. Et là sur la droite, on a un tout petit qui commence juste à sortir. Il est tombé du nid en fait. Hein. Et là, il n'arrive pas encore à voler. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui, mais il va commencer à manger. C'est à partir de 4 semaines à peu près qu'il commence à manger. Et puis après, ben forcément, il apprendra également à voler. Les pigeons sont en général très fidèles. Le couple peut durer toute la vie. Et si toutefois un meurt, l'autre, le parent survivant retrouvera un mâle ou une femelle et recommencera à produire des petits. Alors au début, ils sont nourris par du lait de jabot, donc il n'y a pas de lait maternel hein, comme chez les mammifères, où en fait c'est le mâle et la femelle qui produisent du lait avec ce qu'ils mangent, et puis ils nourrissent les petits comme ça, et après petit à petit ils vont grossir. Donc là, ceux-là sont un petit peu plus gros, et voilà, donc il y a toutes les couleurs, ils sont magnifiques. Et là on revoit notre petit Michelin. Je vous avais expliqué le nom Michelin. Mon papa travaillait dans le pneu et à côté du pigeonnier, il y avait des pneus et un matin, il est arrivé et il y avait un pigeon de la ville qui était tombé dans un pneu.
Du coup, il a récupéré et quand le pigeon a entendu les autres pigeons, bah, il est rentré. Et Michelin vit avec les pigeons depuis plusieurs années maintenant. Il s'est même trouvé une chérie et il a fait plusieurs fois des bébés. Le voilà ici avec sa chérie Micheline. Qu'est-ce que tu fais, Loulouille, sur la voiture? Tu t'es mis en hauteur? Alors habituellement, elle se met sur le petit... où je suis là. Elle se met sur le petit piquet, là, tout en haut du mur, là. Sur le petit toit. Et là, je sais pas ce qu'elle a, elle a dû voir un chien. Quand elle se met en hauteur, en général, comme ça, c'est que... Elle a vu quelque chose. Elle a vu le diable en personne. Tu descends? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu, Nounouille? Qu'est-ce que t'as vu, là? T'es parti en courant de la voiture? Tu vas chasser? Qu'est-ce que t'as vu? Elle a vu quelque chose, elle est descendue de la voiture. Elle a vu quelque chose, là, elle est pas... Regarde, là. Qu'est-ce que t'as vu, Nounouille? Non, mais je descends pas avec toi, hein. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que t'as vu? Attends, Ouais. ça fait quelques jours qu'il y a des corbeaux qui tournent par là-haut. Là. Il doit y avoir peut-être une carcasse ou... Ah, je pense. Ouais. Ah, ils sont en bas même. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, petite nounouille? Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête là en ce moment? Hein?